Au menu aujourd'hui, la recette de la préparation 500. La préparation 500? Oui, la bouse de corne, Caroline. Ce fantastique produit vous permettra de favoriser la vie du sol et les racines, de renforcer le lien entre la plante et le sol et de rendre les cultures plus résistantes à la sécheresse, Caroline. Tout un programme? Comment s'y prendre? Eh bien pour ce faire, nous aurons besoin d'une corne de vache dans laquelle nous insérerons de la bouse de vache. Nous enterrerons le tout pendant tout l'hiver, de sorte à capter les forces cosmiques. Au retour du printemps, nous la dynamiserons. Autrement dit, notre corne sera diluée et brassée dans un grand chaudron en cuivre, sans faire d'éclaboussure, c'est important. Avec seulement 100 grammes de cette préparation 500, vous pourrez traiter un hectare entier, Caroline. 10 000 mètres carrés? C'est merveilleux! Je ne vous le fais pas dire, mais attention au surdosage. Cette jolie recette ne sort pas d'un livre de sorcellerie, c'est l'une des 8 préparations utilisées dans l'agriculture biodynamique. Vous savez, l'agriculture plus bio que bio. Non, en fait, ça n'a pas grand rapport. L'agriculture biodynamique sort de l'imagination débordante d'un personnage original, Rudolf Steiner, le père de l'anthroposophie. L'anthroposophie est un courant ésotérique fondé par Rudolf Steiner au début du XXe siècle. Steiner décrit le monde et l'homme d'une façon bien à lui. D'après lui, il existe derrière le monde visible un monde invisible, mais auquel il est possible d'accéder en développant certaines facultés qui sommeillent en nous. Les lois fondamentales de ce monde spirituel occulte sont le karma, la réincarnation et la corrélation entre le macrocosme et le microcosme. L'homme, c'est le monde à petite échelle, et le monde, c'est l'homme à grande échelle. Steiner a développé sa pensée dans différents domaines, dont l'agriculture. Au début du XXe siècle, le monde agricole connaît tout un tas de changements. Les premières machines agricoles et l'industrialisation des engrais et des pesticides. En réaction contre le développement de l'agriculture moderne, Rudolf Steiner tient une série de 8 conférences en 1924. Elles sont connues sous le nom de cours aux agriculteurs, et elles marquent le début de l'agriculture biodynamique. C'est à cette occasion que Steiner dicte sa fameuse recette de la préparation 500, entre autres mixtures tout aussi surprenantes. C'est aussi dans ce cours qu'il recycle l'idée déjà ancienne de l'influence de la Lune sur la pousse des plantes. Maria Thun utilisera ces principes pour élaborer son calendrier des semis en 1963. D'après ce calendrier, il existerait des jours feuilles et des jours racines, pour s'occuper des différentes parties de la plante selon la position de la Lune devant les constellations du zodiaque. Mais enfin, ça a pas de sens, tu peux pas planter tes patates à jour feuille et tu vas planter tes bataviers à jour racine. Mais c'est pour faire n'importe quoi. Bon alors d'accord, au moment où Steiner fait ses conférences, il n'a jamais étudié l'agriculture. Il n'a jamais travaillé dans un champ non plus. Ses principes agricoles sont entièrement basés sur son intuition. Mais, après tout, si son intuition était bonne, l'intuition c'est très bien pour faire des hypothèses sur le monde qui nous entoure, à condition de ne pas confondre ces hypothèses sur le réel avec le réel lui-même. Et si ça se trouve, Rudolf Steiner a été génial au point d'échapper à l'emprise de cette armée de biais cognitifs qui nous assaille sans pitié. Cognitif? C'est encore une enseigne de salon de coiffure, ça, non? Peut-être. Les biais cognitifs sont les réflexes mentaux qui viennent parasiter nos raisonnements. Par exemple, on a naturellement tendance à favoriser ce qui va dans le sens de nos croyances. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Et des biais cognitifs comme celui-là, il y en a quelques-uns. Heureusement, pour essayer autant que possible de contourner ces biais, il existe une méthode bien pratique. La méthode scientifique. Alors, testons les intuitions de Steiner. Une méta-analyse publiée par Nature en 1946 étudie 23 publications sur l'influence des phases de la Lune sur les plantes. Il n'est observé aucun impact, ni sur les rendements, ni sur les dates de germination. Plus récemment, une étude publiée par Science en 2002 présente une comparaison sur 21 ans de 4 types de cultures, bio, biodynamique, conventionnelle avec fumier et conventionnelle sans fumier, avec le même climat et les mêmes espèces. Les résultats montrent des différences bien connues entre bio et conventionnel, moindre rendement en bio mais meilleure qualité du sol. En revanche, aucune différence entre bio et biodynamique. Ce qui signifie que
les préparations biodynamiques n'ont aucun effet mesurable. Pour résumer, les intuitions de Rudolf Steiner sur l'agriculture sont malheureusement incompatibles avec les résultats expérimentaux. Ce qui n'empêche pas Demeter, la marque de certification des produits issus de la biodynamie, d'affirmer que les semis réalisés avant la pleine lune produiraient des légumes particulièrement savoureux, et que la croissance se ferait de façon plus harmonieuse. Heureusement, Steiner avait plus d'une corde à son sac. Par exemple, il n'était pas médecin, mais... Avec sa collaboratrice Ita Weckmann, Rudolf Steiner est le créateur de la médecine anthroposophique. Son principe central, c'est que la maladie est vue comme un déséquilibre entre le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps du moi. Si vous souffrez de diabète, c'est parce que l'organisation de votre moi est tellement affaiblie qu'elle pénètre dans votre sphère astrale et même éthérique, de sorte qu'elle n'est plus en mesure d'appliquer son activité à la substance sucrée. Mais enfin, bien sûr que tu n'as rien compris. Attends un petit peu que je t'explique. Selon Steiner, à chacune des réincarnations du système solaire, l'homme a acquis un corps supplémentaire. D'abord son corps physique, le seul visible, puis son corps éthérique, celui du souffle vital, des forces de reproduction et de croissance, comme dans le monde végétal. Ensuite son corps astral, celui des forces animales, de la douleur, des émotions et des désirs, et enfin son corps du moi, le centre de l'âme. La médecine anthroposophique vise à harmoniser ces différents corps. D'accord. Le produit star de la médecine anthroposophique, c'est le Viscom album, une préparation à base de ghee fermenté qui aurait des propriétés anticancéreuses. On la trouve commercialisée sous différents noms, dont Iscador, des laboratoires anthroposophiques Velleda. Steiner considérait que le ghee puise l'excès éthérique de l'arbre et qu'il peut le transmettre à l'homme. En retour, il aspire l'excès éthérique du cancer, le corps astral du patient se trouve renforcé et le cancer se décompose. Ça marche comme ça, le ghee? En fait, la question ne sera pas de savoir si le ghee agit comme Steiner le dit. Assurons-nous bien du fait, avant que de nous inquiéter de la cause. Nous éviterons le ridicule d'avoir trouvé la cause de ce qui n'est point. Pour savoir si le ghee soigne le cancer, c'est pas compliqué, il y a plein de forums pour ça. Tiens, regarde. Prunette 94. Depuis mes injections d'Iscador, je supporte beaucoup mieux la chimio et ma tumeur a perdu en volume. Tant mieux pour Prunette. Mais qu'est-ce qui nous garantit que c'est bien le ghee qui lui apporte du réconfort? Et surtout, comment déduire que le ghee apportera le même réconfort à quelqu'un d'autre? Si ça se trouve, le ghee n'y est peut-être pour rien. Et là encore, Prunette a pu être victime de quelques-uns de nos biais cognitifs. Et pour contourner ces biais, une méta-analyse de 2010 constate que les preuves que l'usage d'extraits de ghee aurait un impact sur la survie ou entraînerait une meilleure capacité à combattre le cancer ou à supporter des traitements anticancéreux ne sont pas concluantes. Attends, j'ai autre chose de plus récent là. Une méta-analyse de 2019 a examiné 28 études portant sur 2639 patients et ne trouve aucune indication pour prescrire du ghee aux patients atteints de cancer. Bon, apparemment, la médecine, c'était peut-être pas non plus le truc de Steiner, hein. Peut-être pas, non. Mais en tant que pédagogue, alors? Steiner a été précepteur, et en matière d'éducation, il a des idées bien à lui. C'est Emil Molt, le directeur de l'entreprise de cigarettes Waldorf Astoria, qui permet à Steiner de passer de la théorie à la pratique. Il lui demande d'ouvrir la première libre école Waldorf. Cette première école Steiner-Waldorf ouvre ses portes à Stuttgart en 1919. Les écoles Steiner, c'est des genres d'écoles alternatives, style Montessori ou Freinet, c'est ça? C'est pas tout à fait ce que pense Heiner Ulrich, qui est professeur de sciences de l'éducation à Mayence en Allemagne. Selon lui, la pédagogie Steiner se différencie des autres pédagogies alternatives par son orientation métaphysique. Là encore, la doctrine des 4 corps de Steiner est centrale. À l'échelle de la vie d'un être humain, le corps physique, le corps éthérique, le corps astral et le corps du moi naissent à des âges différents, tous les 7 ans. En respectant ce rythme, Steiner énonce ses préceptes. De sa naissance physique à sa naissance éthérique, jusqu'à 7 ans,
l'enfant est soumis aux lois mécaniques. Pendant cette période, il doit être dans l'imitation, rien de plus. Ce n'est qu'à partir de la naissance éthérique, à 7 ans donc, que l'enfant est prêt à apprendre, mais pas encore à user de son jugement. Il devra se contenter d'envisager la réalité par l'imagination. Des expressions imagées de rapports spirituels doivent être présentées à l'âme, de telle façon que les lois qui les règlent soient plutôt devinées et senties que saisies par leur côté logique. Il ne faut pas dessécher l'esprit par un appel excessif à la raison. On ne saurait infliger de préjudice plus considérable à un jeune homme qu'en éveillant trop tôt son propre jugement. Petite remarque en passant, dans une école classique, l'enfant est encouragé à faire appel à sa raison dès la maternelle. Steiner n'encourage l'usage de la raison qu'à partir de 14 ans, à la naissance du corps astral. Alors pourquoi si tard? Eh bien parce que nulle pensée n'est saine si son champ d'activité n'a été préparé par la faculté de sentir directement la vérité. ose me dire en face que tu n'aimerais pas toi aussi sentir directement la vérité. Oh bah, je dirais pas non, mais ces principes sont encore mis en pratique 100 ans plus tard. C'est difficile à dire. Ceci dit, la page internet de la Fédération des écoles Steiner met en avant les ouvrages de Rudolf Steiner dans les sources bibliographiques, pour ceux qui veulent s'intéresser à la pédagogie Steiner. Il y a donc là un vrai point d'interrogation. Autre zone d'ombre, la question de la vaccination dans les écoles Steiner. De nombreuses études ont mis en évidence la source de foyers d'épidémie de rougeole dans des écoles Steiner. Exemple parmi tant d'autres, en mars 2010, un foyer épidémique est identifié dans une école Steiner d'Essen en Allemagne. La quasi-totalité des personnes atteintes n'étaient pas à jour de leur vaccination contre la rougeole. De son côté, la Fédération des écoles Steiner en France réfute fermement l'accusation selon laquelle les parents seraient encouragés à ne pas faire vacciner leurs enfants. Et elle assure respecter le contrôle des obligations vaccinales. Elle explique le faible taux de vaccination dans ces établissements par le fait qu'à la base, le public de ces établissements serait largement de type alternatif. Le professeur Edzard Ernst, spécialiste de l'approche scientifique des médecines dites alternatives, prend acte des mises au point faites par les promoteurs de l'anthroposophie. Mais dans le même temps, il souligne que les nombreux foyers d'épidémie de rougeole centrés sur ces écoles méritent qu'on se penche un peu plus sur cette question. Beaucoup de questions, mais peu de réponses donc. Je sais bien, mais si tu veux en savoir un petit peu plus sur l'anthroposophie, je ne saurais trop te conseiller la lecture du numéro 330 de la revue Science et Pseudosciences, dans lequel tu trouveras un dossier sur le mouvement de Rudolf Steiner, écrit par Jean-Paul Krivine, Jérôme Quiran et Jean-Jacques Ingremont. Ce dernier a aussi animé une conférence sur la biodynamie, dont tu trouveras un lien en description. Au passage, tu penseras à t'abonner à la revue et à la chaîne, tu enclencheras la cloche et tu mettras un pouce bleu. Pour finir, sachez que tout est anthroposophiable. Par exemple, pour donner au béton la meilleure qualité possible, il est fréquent qu'on ajoute des adjuvants à sa composition. Eh bien désormais, il existe un adjuvant biodynamique. Le béton classique est source de mal-être, susceptibilité, nervosité et irritabilité, impression de froid intérieur et d'obscurité, fatigabilité plus rapide, oppression pouvant aller jusqu'à l'état dépressif, douleurs articulaires, maux de tête. Tout cela ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. L'adjuvant biodynamique pneumatite stimule les processus physiologiques humains, mais également les fonctions psychologiques et par suite les possibilités de développement de l'homme. En comparaison avec le béton normal, on a l'impression d'une présence amicale et réconfortante. Ici, c'est comme si je marchais sur une isolation douce. On a une impression d'ampleur et de légèreté. Que je puisse ressentir une telle différence, moi, un dur du bâtiment, c'est inimaginable. Gardons l'esprit ouvert. Si ça se trouve, cet adjuvant biodynamique a des vertus insoupçonnées. Et pour le savoir... Wow.